Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui dans le superbe musée Nissim de Camondo, rue Monceau à Paris. Et nous avons le plaisir pour ce de recevoir Pierre Assouline. Pierre Assouline, bonjour. Bonjour, Steve Suissa. Vous êtes journaliste, membre de l'Académie Goncourt, et vous êtes également l'auteur de nombreuses biographies. Marcel Dassault, Georges Simenon ou Gaston Gallimard, pour n'en citer que quelques-unes. Il y a quelques années, vous avez écrit le livre « Le dernier des Camondos ». Ce livre a rencontré un vif succès. Alors ma première question sera la suivante. Pourquoi et comment vous vous êtes intéressé à l'histoire de cette famille ? Quand je m'y suis intéressé il y a une vingtaine d'années, cette famille n'était pas très connue, et même le musée où nous sommes n'était pas très connu. En tout cas, ils étaient ignorés de moi. Je m'étais intéressé à eux, je les avais découverts en fait par l'entremise indirecte de Marcel Dassault, à qui j'avais consacré une biographie. Et Dassault disait, il était né Bloch, il s'appelait Bloch au départ, et il disait que les Camondos étaient ses cousins. Donc par sa mère, grande famille Allatini des Moulins de Salonique. Et quand il était petit, il disait qu'il venait jouer dans le jardin de l'hôtel Camondo avec ses cousins. Donc je m'y suis transporté et j'ai découvert ce musée qui m'a beaucoup frappé. Mais ce qui m'a le plus frappé, à l'époque, c'était il y a longtemps, à l'époque il était un peu dans sa poussière, j'allais dire dans sa crasse, ce qui n'est pas péjoratif. Le musée n'était pas très visité et la famille était inconnue. Et puis l'idée a cheminé pendant longtemps en moi. Mais ce qui me frappait le plus, c'est deux choses. La première, c'est que cette famille était nulle part dans l'histoire juive. C'est-à-dire que le nom de Camondo était nulle part. J'avais été voir les archives d'un certain nombre d'organismes juifs à Paris, mais même ailleurs. Et le nom Camondo n'apparaissait pas, à peine dans la presse juive de l'époque et encore. Donc ça me frappait. La deuxième chose qui m'a décidé, je revenais souvent visiter l'hôtel Camondo, et un jour je me suis arrêté devant l'arbre généalogique. Et quand j'ai vu que cet arbre généalogique remontait très loin dans l'Italie vénitienne et passait par l'Empire ottoman, mais avec les fastes et la gloire qu'on peut imaginer, et se poursuivait à Paris avec les mêmes fastes, et s'achevait finalement cette destinée de toute cette famille à Auschwitz. C'est là que j'ai pris conscience de quelque chose, et je n'ai pas hésité, je me suis lancé dans ce récit d'une grande famille. Moïse de Camondo est issu d'une famille juive, donc, originaire de Turquie. Il arrive en France à l'âge de 9 ans. Pourquoi, à votre avis, son père, Nissim de Camondo, décide de rejoindre la France ? Alors, il faut imaginer, la famille Camondo, on les appelait les Rothschild de l'Orient, à Constantinople. Donc, c'est une famille de banquiers, c'est les banquiers du sultan. C'est probablement la famille juive la plus riche de l'Empire ottoman, riche et puissante financièrement. Ce sont des juifs pratiquants, traditionnalistes, pas orthodoxes, et qui sont, dans la communauté juive de Constantinople, tenus pour des libéraux par rapport à une tendance très conservatrice incarnée par des rabbins orthodoxes. Et donc il y a une sorte de divorce qui s'est installé à cette époque, et l'envie pour ces gens qui étaient très occidentalisés, qui maîtrisaient plusieurs langues, qui avaient un passeport italien, qui avaient des ramifications un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, sur le plan financier. Donc des gens très cultivés, qui s'intéressaient vraiment à l'ouverture. Évidemment, ça ne pouvait être que la France. Je suis venu plusieurs fois dans ce musée. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pratiquement, à part peut-être quelques livres, aucune présence de la tradition juive. C'est-à-dire que je ne vois pas de mezouza aux portes, ni de menorah ou de chanoukia. Alors peut-être que dans les livres, il y a
il y en a quelques-uns, je sais. Mais est-ce que c'est une façon un peu réservée de pratiquer son judaïsme? Est-ce qu'il n'était pas pratiquant du tout? Le grand rêve de Moïse de Camondo, c'était de ressusciter la maison d'un gentilhomme français du XVIIIe siècle, et donc de la meubler de fond en comble, entièrement, avec uniquement les plus belles choses qu'on puisse imaginer, en mobilier, en tapis, en peinture, en orfèvrerie, en tout, que des pièces uniques, certaines venant du mobilier royal de Versailles. Bon. Alors, vous allez me dire, le judaïsme là-dedans, eh bien, ils ont continué le judaïsme qu'ils pratiquaient naguère à Constantinople. Alors oui, discret, c'est discret, mais ça ne les a pas empêchés de faire des bar mitzvahs de leurs enfants. Ça ne les a pas empêchés de se marier, pour ce qui est de Moïse de Camondo, à la synagogue de la Victoire. Donc, et ça ne les a pas empêchés, pendant 2 siècles, de se marier dans la communauté juive. Oui, et puis même d'être un des financiers de la synagogue de la rue Buffon. Et de pratiquer la tzedaka au sens le plus large qu'on puisse imaginer, puisqu'ils ont non seulement été des grands philanthropes, ils ont beaucoup aidé les communautés dans le besoin, dans l'Empire ottoman, chaque fois qu'il y avait une catastrophe, mais aussi ils ont financé et même créé, dès le départ, certaines synagogues à Paris, mais aussi dans l'île de Rhodes, à Salonique et ailleurs. Nous sommes ici à quelques mètres du parc Monceau, pour ne pas dire carrément sur le parc Monceau. Vous décrivez longuement dans votre livre ce quartier, les grandes familles qui y vivaient, c'est un cercle fermé, élitiste. C'est à votre avis pour cette raison que Moïse de Camondo choisit ce quartier, alors que à l'époque, la plupart des familles juives vivent plutôt dans le 9e ou dans le 11e arrondissement? Dans le 9e et dans le 11e, surtout le 11e, c'était des familles moins riches, beaucoup populaires. Moins riches, populaires. En arrivant en France, ils ont d'abord habité rue de Presbourg, qui est cette rue qui tourne autour de l'Arc de Triomphe. Les familles aussi riches qu'eux, il ne faut pas oublier quand même que ce sont des très grands banquiers qui sont à l'origine de la création de la Banque de Paris et des Pays-Bas, Paribas. Ce n'est pas rien. Non. Donc c'est une énorme fortune qui migre vers la France. Au départ, donc, ils étaient dans le 8e. Ils cherchaient à s'installer probablement dans le 8e, puisque beaucoup de familles aristocratiques très riches, françaises, avaient des hôtels près de l'Élysée ou alors dans le faubourg Saint-Honoré. Mais c'est la rencontre. Et avec des gens qui sont devenus leurs amis, les frères Pereire, ceux qui ont un boulevard à Paris, qui étaient des séfarades d'origine portugaise et qui étaient des banquiers, au départ alliés puis après adversaires des Rothschild. Donc ce sont des frères Pereire qui avaient d'énormes projets immobiliers à Paris qu'ils ont réalisés. Notamment, c'est eux qui sont à l'origine des grands hôtels de la rue de Rivoli. Et ils ont eu du flair, ils ont dit au Camondo, ne vous installez pas dans cette partie du 8e, Champs-Élysées, etc. Là où il faudra être bientôt, c'est dans la plaine Monceau. On est en train de lotir cette plaine Monceau et l'air, il sera bien plus respirable que dans d'autres quartiers de Paris pour des problèmes de pollution, tout simplement, puisqu'il y avait des usines dans Paris, comme il y en avait à Londres, et le vent envoyait la fumée des usines dans un sens. Donc ils avaient dit, voilà, c'est ce quartier de Monceau qui sera préférable, ce qu'on appelle la plaine Monceau. Et c'est ça qui les a fait choisir ce quartier, cette rue, ce magnifique hôtel particulier, enfin on dit hôtel tout court, qui est celui où nous sommes aujourd'hui. Toutes ces familles deviennent de fameux collectionneurs. Est-ce qu'à votre avis, c'est qu'avec leurs moyens, ils finissent par s'intéresser à l'art, ou tout simplement c'est pour rentrer dans ce cercle très fermé? C'est un peu les deux. Isaac de Camondo, son cousin, a collectionné les impressionnistes, Degas et les autres. Une magnifique collection. Et aussi les Japonais. Ça a été, parce qu'à l'époque, c'était un peu l'esprit de la mode, il fréquentait les artistes. Je dis Isaac parce que c'est un peu différent. Moïse, lui,
Bon, il était un homme de goût, mais ce n'était pas, il n'avait pas le tempérament artiste ni rien. Non, ce qui l'intéressait, lui, c'est plutôt la seconde partie de votre proposition, de votre hypothèse, que Heinrich Heine, le poète, disait c'est le ticket d'entrée des Juifs dans la civilisation française, dans la grande société française. Un ticket d'entrée, pourquoi? Parce que, à l'époque, les grandes familles aristocratiques étaient propriétaires de collections artistiques, notamment les Rothschild, bien sûr. En 1911, son cousin Isaac de Camondo décède brutalement. Grand collectionneur d'art, il lègue toute sa collection au musée du Louvre, dont des tableaux de Monet, de Degas. Moïse perpétue l'œuvre de mécène de son cousin, et notamment auprès de Gabriel Astruc et du Théâtre des Champs-Élysées. Racontez-nous. C'était aussi une manière de s'inscrire dans la société. Alors, c'est Astruc qui était venu le voir, hein, parce qu'il savait qu'il s'intéressait beaucoup à l'art et qu'il était un philanthrope. Et donc, il a convaincu de l'aider à financer la construction du Théâtre des Champs-Élysées. Alors, celui qui était le plus proche de la musique, de l'opéra, c'était Isaac. Isaac aimait tellement les comédiennes et surtout les chanteuses d'opéra qu'il s'était installé, il avait un appartement derrière l'Opéra Garnier. Juste derrière, en fait, il allait tous les soirs à l'opéra. Et beaucoup plus que son cousin, qui était bon, Moïse de Camondo était un homme un peu austère, assez taciturne. Plus solitaire. Oui, plus solitaire. Mais il s'est raccroché, évidemment, à ses enfants, à Béatrice et surtout à Nissim, dont il estimait qu'il serait son héritier. Il y a eu la guerre. En 1914, Nissim, évidemment, était volontaire dans l'aviation, et au bout de 3 ans de guerre, son avion a été abattu par les Allemands, et il est mort. Et donc ça, pour Camondo, ça a été le début de la fin. Oui, et puis il y a sa fille et tous ses petits-enfants qui sont assassinés à Auschwitz. Il meurt seul, il lègue cet hôtel particulier et tout ce qu'il referme à l'Union centrale des arts décoratifs. Est-ce finalement, écrire sur le destin de cette famille n'était pas pour vous une manière de leur rendre un hommage qui leur aurait été dû? Un hommage sans aucun doute. Les faire sortir de l'oubli, parce qu'à l'époque, il y a 25 ans, ils étaient plutôt dans l'oubli. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. L'endroit est énormément visité. C'est aussi une méditation sur le destin d'une grande famille juive. Destin que j'ai l'habitude de résumer en une seule phrase, qui est peut-être cruelle, mais qui dit les choses. Le fils de Moïse de Camondo est mort pour la France. Sa fille et ses petits-enfants sont morts par la France. Merci Pierre Assouline d'avoir partagé avec nous l'histoire flamboyante de la famille Camondo et son destin tragique. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous conseille de lire la dernière édition du dernier des Camondo par Pierre Assouline. C'est très émouvant et c'est le destin d'une famille qui mérite d'être connue. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.